La plupart des employés des sociétés privées subissent actuellement une forme d'esclavage moderne. Une forme d'esclavage due à l'absence d'un vrai code de travail qui insiste sur les droits des employés. Le secteur minier doit générer beaucoup de ristournes dans le pays, d'après les économistes. Mais dans la réalité, les investissements se dégradent selon le représentant résident de l'Union européenne. Et la police de Baltimore a rendu hier un rapport interne qui ne devrait pas être rendu public sur la mort du jeune noir Freddie Gray. La procureure chargée du dossier doit désormais décider d'une éventuelle mise en cause de 6 policiers. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Cool TV. La plupart des employés des sociétés privées subissent actuellement une forme d'esclavage moderne. Une forme d'esclavage due à l'absence d'un vrai code de travail qui insiste sur les droits des employés. En outre, nombreux sont les salariés qui ne connaissent pas leurs droits et n'ont pas cette culture de syndicalisme pour les protéger. Reportage. Moins de 30% des employés des sociétés privées sont membres d'un syndicat. En général, ils ne connaissent pas leurs droits ou n'intègrent pas un syndicat par peur. Selon Rémi Boutoudi, secrétaire général du SECRIMA, les employés ont grand intérêt à faire partie d'un syndicat. L'absence d'une assistance sociale telle que l'HOSTI ou la CNAPS est l'un des critères qui permet de parler de forme d'esclavage. Certaines entreprises font travailler les employés plus de 23 heures par jour, une forme d'esclavage due à l'absence d'un vrai code de travail qui met en exergue les droits des travailleurs. Une nouvelle loi sortira dans 3 mois, selon Jean de Dieu Marante, ministre de la fonction publique et des lois sociales. Pour rappel, le salaire minimum est à 103 000 ariars et cela ne sera appliqué que ce mois-ci, même si la décision a été prise au niveau du ministère en mars dernier après consultation des syndicats. On vous le disait aussi tout à l'heure, le secteur minier doit générer beaucoup de ristournes dans le pays d'après les économistes. Mais dans la réalité, les investissements se dégradent selon le représentant résident de l'Union européenne. Aucun indicateur ne reflète jusqu'à maintenant un décollage de l'économie. Lily Rabiata. 57% des Malgaches affirment que le secteur minier n'apporte pas de développement. La création d'emplois et le développement du secteur minier, les principaux indicateurs de la croissance économique, sont largement en régression. La création d'emplois et le développement du secteur privé, les principaux indicateurs de la croissance économique, sont largement en régression. 61% de la population affirme qu'ils ne participent pas assez dans la création d'emplois. Suite aux enquêtes, 54% ont répondu que le secteur minier participe à la création d'emplois. La situation actuelle renforce la déclaration du représentant résident de l'Union européenne. L'économie se dégrade de plus en plus ces dernières années si l'on se réfère aux résultats des enquêtes. Les investissements n'ont rapporté que 1,5 milliard de dollars en 5 ans. Ces chiffres témoignent de la réticence des investisseurs étrangers d'après les économistes. L'insécurité, l'instabilité politique et le problème de délestage en sont les principales causes. Mais je pense que ce n'est pas un secret que l'environnement des affaires à Madagascar, il y a déjà quelques années, s'est dégradé. Ça, c'est la réalité. Et ici, à la délégation, je reçois des investisseurs, des entrepreneurs qui nous disent et qui ont toujours l'intention de continuer à travailler à Madagascar, mais qu'il y a des grands défis qui doivent être rassurés. Les grandes entreprises minières et les zones franches sont les seuls investissements pérennes dans la grande île. Dans le secteur minier, les avantages de Madagascar seront encore renégociés après la sortie du nouveau code minier. Les répercussions des exploitations minières
ne sont pour le moment perceptibles dans le vécu de la population. Et voilà, sur le plan politique, des changements doivent être apportés à la Constitution, proposent les travaux de commission à l'issue des assises de la réconciliation nationale tenues au centre de conférence internationale IVATU. En général, la tendance va vers la consolidation donc, du pouvoir du chef de l'État et à l'amnistie de l'ancien président Marc Ravalomanana. Zora Kotunjini. Toutes les résolutions de l'assise organisée par le FFKM semblent avoir été préparées à l'avance, affirment des participants. Ils se plaignent que leurs idées n'avaient pas été prises en compte. Ce représentant de la région Antsnanan avance que les résolutions ne correspondent pas à ces propositions. Les résolutions issues des travaux de commission peuvent être résumées en 3 points. L'amnistie de l'ancien président Ravalomanana figure parmi ces points. Par ailleurs, un référendum constitutionnel est sollicité par les participants pour des changements. La dissolution de l'Assemblée nationale y figure aussi. Les élections doivent être organisées depuis les Funktani. C'est une des alternatives avancées par les participants pour résoudre les conflits politiques. Et sur le plan économique, la gestion des îles éparses a été aussi revendiquée. Pour rappel, les anciens présidents Zafi Albert et Andrazouiln ont été invités pour assister à la présentation des résolutions finales, mais ne sont pas venus. Quelques représentants des partis politiques comoriens sont venus solliciter d'une confrérie de la part de l'État malgache. Leur pays vit actuellement avec une menace de dictature. Il y a quelques mois, les militaires se sont intervenus et ils ont évacué les parlementaires majoritaires pour installer les minoritaires afin d'élire un bureau parlementaire qui convient au gouvernement. L'expression du suffrage universel n'a pas été respectée. Ce représentant craint que ceci se reproduise durant leur prochaine élection présidentielle qui aura lieu dans 9 mois. C'est la raison pour laquelle il demande donc une contribution des États panafricains tels que Madagascar, Seychelles et Maurice pour voir dans quelles conditions ces pays peuvent aider les Comores à sécuriser cette prochaine élection présidentielle. Écoutez les explications. La présence des militaires dans l'hémicycle pour évacuer les parlementaires majoritaires et installer ceux qui ne sont pas du tout majoritaires pour constituer un bureau qui est complètement anticonstitutionnel. C'est ce qu'on appelle un coup d'État institutionnel. Et comme nous approchons aussi, dans 9 mois, il y a des élections présidentielles, nous nous disons que, écoutez, les gens qui étaient capables de mobiliser les militaires pour faire ce sale boulot, sont aussi capables, dans la perspective des élections présidentielles à venir, à commettre l'irréparable. Et c'est pour cette raison que les autorités malgaches et les autorités panafricaines sont sollicitées également par nos soins pour voir dans quelles conditions ils pouvaient nous aider à sécuriser davantage les prochaines échéances présidentielles et puis des gouverneurs. Dans l'actualité également, l'importation des sachets en plastique est interdite à partir d'aujourd'hui. Les sanctions seront dures. Toute personne ou société soupçonnée d'avoir importé illicitement des sachets en plastique devront régler les frais de renvoi de la marchandise à leur pays d'origine. Quoi qu'il en soit, la mesure prise par l'État développera la filière de la production des paniers artisanaux. Reportage. L'interdiction de l'importation des sachets plastiques développera la filière des paniers artisanaux. Depuis des années, l'invasion dans le marché par les sachets en plastique a affecté la vente des paniers artisanaux. Les sachets étaient prisés par leur commodité comme tout léger et pas cher. Les paniers de leur côté sont boudés par les acheteurs. À Issouch, les vendeurs de paniers artisanaux se plaignent qu'ils n'arrivent à écouler que quelques pièces par jour. À Issouch, 40 paniers sont vendus par semaine. Avec un prix de 1000 ariars à 3000 ariars, ils rapportent une recette hebdomadaire de 80 000 ariars. Les artisans espèrent le décollage de leur activité avec l'interdiction de l'importation de sachets en plastique. Mais les producteurs ne voient pas l'initiative de l'État d'un bon œil. Ils se plaignent des pertes générées par la suspension de leur activité. Le secteur emploie jusqu'à 2000 salariés
Des licenciements sont à craindre les prochains jours. Les sociétés de production ont pris des mesures d'accompagnement afin de poursuivre leur activité. Rakuto Smbolazu, producteur de sachets plastiques, avoue que ces produits sont un réel danger pour la population. Leur incinération, même à ciel ouvert, est à la source de cancers et de maladies respiratoires. L'oxo biodégradable sera désormais intégré dans la production des sachets plastiques. La matière assure la dégradation du sachet d'après les explications. Et nous passons aux actualités internationales. La police de Baltimore a remis hier les conclusions de son enquête interne sur la mort de Freddie Gray, un noir de 25 ans décédé en détention des suites de blessures aux vertèbres cervicales à la procureure chargée du dossier. Un rapport qui ne devrait pas être rendu public, a donc été transmis un jour plus tôt que prévu. C'est un reportage de France 24. Dans les rues de Baltimore, la tension reste palpable. Des centaines de manifestants excédés ont à nouveau battu le pavé ce jeudi pour protester contre les violences policières. Ils demandent que lumière soit faite sur la mort de Freddie Gray. Le rapport d'enquête souligne des zones d'ombre. Après son arrestation le 12 avril, le fourgon se serait arrêté à plusieurs reprises. On a découvert le deuxième arrêt du fourgon au cours de notre enquête. Nous n'en avions pas eu connaissance avant. Nous avons découvert que ce nouvel arrêt a eu lieu grâce à notre examen approfondi, exhaustif et continu de toutes les caméras de surveillance, ainsi que des caméras privées. Et d'autres éléments ont déjà fuité dans la presse. Le détenu se serait brisé le cou contre les parois de la fourgonnette. Autre élément révélé par le Washington Post, un autre prisonnier qui partageait le fourgon avec Freddie Gray explique que l'homme se serait frappé volontairement contre les parois du véhicule. 30 minutes après son arrestation, il est déposé aux urgences. Il succombera des suites d'une fracture des vertèbres cervicales, une semaine après son interpellation. Depuis, la mobilisation ne faiblit pas. Nous avons 2 très grandes manifestations prévues ce week-end, annoncées à la dernière minute. J'insiste sur le fait que le couvre-feu sera maintenu tout le week-end. Le couvre-feu commence à 22 h et nous le maintiendrons jusqu'à ce que le gouvernement et le maire prennent une décision afin de savoir s'il sera prolongé, et ce, en fonction des événements à venir. La procureure en charge de l'enquête doit maintenant décider de la mise en cause ou non de 6 policiers impliqués dans cette affaire. Dans le reste de l'actualité internationale, le Front National doit-il rompre définitivement avec Jean-Marie Le Pen à la suite de ces nouveaux coups d'éclat médiatique? Interrogés en marge de leur traditionnel défilé du 1er mai qui s'est tenu ce vendredi pour la 27e année consécutive, les militants frontistes sont divisés sur la question. Et ces derniers n'ignorent pas que Jean-Marie Le Pen est désormais ouvertement contesté par les caciques du parti et singulièrement par sa propre fille Marine, ainsi que la garde rapprochée de cette dernière. France 24. Insulté par des militants FN pour avoir interrompu pendant 5 bonnes minutes le discours de Marine Le Pen. Depuis le balcon d'un hôtel place de l'Opéra, ces 3 fémènes se sont invitées au traditionnel défilé du Front National en faisant le salut nazi à la présidente du parti. Elles sont ensuite violemment réprimées par le service d'ordre du FN. Un peu plus tôt déjà, 2 autres femmes du mouvement tentent de perturber Marine Le Pen au pied de la statue de Jeanne d'Arc. Un 1er mai définitivement pas comme les autres pour le FN. Cette année, pour la première fois, père et fille ne défilent pas ensemble. D'ailleurs, lorsque la marche commence, Jean-Marie Le Pen n'est même pas présent dans le cortège. Il dépose sa gerbe juste à côté de celle de sa fille. Jeanne, au secours! La rupture semble bel et bien consommée, mais Marine Le Pen fait bonne figure. Non, une rupture avec quoi? Non, c'est un 1er mai de conquête. De conquêtes électorales, de conquête du pouvoir. C'est un 1er mai qui aligne de plus en plus d'élus. Les militants, eux, ne sont pas dupes. Il a quand même tenu contre vents et marées le Front National pendant plus de 40 ans, donc ça reste quelqu'un d'emblématique. J'ai un profond respect pour la personne qu'est Jean-Marie Le Pen. Il a apporté beaucoup au mouvement, c'est lui qui l'a fondé. On s'acharne sur lui d'une façon vraiment déplorable. Les péripéties continuent. Alors qu'il n'est pas prévu, le père monte sur scène. Derrière lui,
Sa fille s'impatiente. Mes chers compatriotes. Puis Jean-Marie Le Pen quitte la tribune sans écouter le discours de Marine Le Pen. Rarement le 1er mai du Front National aura été aussi mouvementé. Et voilà un récapitulatif de ce qu'on a vu ce soir avant de nous quitter. La plupart des employés des sociétés privées subissent actuellement une forme d'esclavage moderne. Une forme d'esclavage moderne due à l'absence d'un vrai code de travail qui insiste sur les droits des employés. Le secteur minier doit générer beaucoup de ristournes dans le pays, d'après les économistes. Aucun indicateur ne reflète jusqu'à maintenant un décollage de l'économie. Enfin, on a vu aussi que l'importation des sachets en plastique est interdite à partir d'aujourd'hui. Les sanctions seront dures, une mesure prise par l'État qui développera la filière de la production des paniers artisanaux. Voilà pour ce point de l'actualité aujourd'hui. Merci de votre fidélité à QTV. N'oubliez pas l'émission Mikulev avec une Kazaragut Manatsu après ce journal. Bonne soirée, au revoir.